Bonjour et bienvenue sur Octogone. Ici, le concept est simple, débattre avec deux personnes d'un sujet sur lequel ils ne s'entendent pas forcément. La méthode, comprendre avant de convaincre. Aujourd'hui, c'est Albert qui qui m'accompagne comme co-animateur pour cette discussion centrée autour de l'environnement. Bonjour Albert. Bonjour Sarah, ouais, c'est moi qui prends le relais de Guylaine. On a enfin réussi à se débarrasser d'elle pour un épisode. Voilà, pour faire participer un peu d'autres membres de l'association. Et nous sommes avec Clémentine qui a 22 ans, étudiante en droit de l'Union européenne, donc c'est une consoeur à nous. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et Annette, née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, retraitée depuis 12 ans et ancienne chercheuse en recherche fondamentale dans le domaine des polymères synthétiques. Bonjour Annette. Bonjour à tous les jeunes. Avant de commencer le podcast, je vais vous demander à toutes les deux si vous avez un combat ordinaire. Un combat ordinaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un sujet ou un petit détail de société ou du quotidien qui vous énerve un peu. C'est souvent un truc sans intérêt. Par exemple, moi, c'est les bruits de bouche quand une personne mange. Ça m'insupporte, je trouve ça horrible. Et donc vous, c'est quoi votre combat ordinaire ? Clémentine ? Mon combat ordinaire, ce sont les vêtements qui s'accrochent au poignet de porte et qui m'empêchent d'avancer. C'est insupportable. Qui font des gros trous dans les manches. Exactement. Et toi Annette ? Mon combat ordinaire, c'est les environnements bruyants, les gens qui font plein de bruit sans intérêt. D'accord, ok. On va tenter de pas trop en faire alors aujourd'hui. Voilà, on va rester calme. Donc en premier lieu, on va vous demander, Annette, Clémentine, quelles sont vos définitions de l'environnement et de l'écologie ? Alors pour moi, l'écologie, pour commencer par cela, c'est une science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent. Mais on peut aussi voir l'écologie comme une science environnementale. Là où l'environnement, finalement, c'est le cadre en fait naturel dans lequel nous vivons. Et en fait, l'écologie, c'est l'étude de l'environnement, et notre environnement, c'est ce que je dis, le cadre dans lequel nous vivons. Ok, très bien. Parfait. L'écologie, à mon sens, a deux volets. Le premier volet, c'est un volet purement scientifique, c'est-à-dire qui va étudier les interactions entre l'homme et son environnement naturel, qui n'est pas à confondre avec la nature exactement, puisque la nature a déjà été transformée par l'homme depuis plusieurs décennies. Et c'est ça qui va nous servir de base pour nos comportements et nos réflexions, mais c'est aussi un courant de pensée et une doctrine qui tend à améliorer l'équilibre entre l'homme et la nature. Je crois que de nos jours, c'est le problème principal à résoudre. Très bien. Merci beaucoup Annette. On va commencer pour nous avec une définition de l'environnement selon le Larousse. Alors l'environnement, c'est un ensemble d'éléments objectifs, donc qualité de l'air, du bruit et subjectif, donc par exemple la beauté d'un paysage, qui constitue le cadre de vie d'un individu. Et concernant l'écologie, donc on a pris la définition du Robert. L'écologie est une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Voilà, donc maintenant que le cadre est posé au niveau des définitions et des invités, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en vous posant la première question. Comprenez-vous que certaines personnes soient climato-sceptiques ? Alors pour moi, c'est assez difficile. Je mets ça sur le dos d'un manque d'éducation scientifique de base de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que dans notre système d'éducation, on a séparé les domaines et on a dit la science était réservée qu'à des spécialistes. C'est pas vrai. Il faut un minimum de formation pour réagir correctement dans son environnement. Je rejoins ce que tu dis, Annette. Je voudrais simplement rajouter aussi que finalement, les climato-sceptiques se demandent si l'activité humaine est responsable du changement de température ou de l'augmentation des températures. On sait aujourd'hui que la planète, naturellement, a tendance à se réchauffer. Mais maintenant, on sait aussi, grâce justement, comme tu le disais Annette, grâce à de solides bases scientifiques, on sait aussi que la planète se réchauffe plus rapidement
à cause de nos activités, notamment activités d'extraction, etc. J'arrive à comprendre également qu'il y ait des climato-sceptiques parce que on manque d'éducation et on a aussi une fabrique un peu de la désinformation qui est mise en œuvre par les lobbies ou les personnes, les entreprises qui ont intérêt à ce qu'on n'aille pas chercher plus loin. Et donc je comprends qu'il y a peut-être un manque d'accessibilité à l'information scientifique aujourd'hui. Mais on a quand même de beaux rapports, le GIEC par exemple, qui voilà. Totalement d'accord avec toi. Parfait. Et vraiment qui a bien démontré l'influence de l'homme sur notre climat. Tout à fait. Et du coup, pour rebondir un petit peu sur cette question, selon vous, y a-t-il eu une évolution de l'apprentissage ou de l'éducation à l'écologie depuis par exemple ton époque à Annette jusqu'à maintenant? Ah oui, clairement. Parce que disons que jusque vers les années 60-70, l'écologie au niveau du commun des mortels n'existait pas. Quand on a commencé à avoir conscience des problèmes écologiques et quand on a commencé à entendre des discours écologiques, par exemple, celui de René Dumont, qui a été le premier candidat aux élections en France, avec un score très faible de l'ordre, je crois que c'était 1,5%, quelque chose comme ça. Enfin, je ne mettrai pas ma tête. Ce qui est pas mal pour l'époque. Mais ce qui a l'époque la plus marquante a été, à ma génération, celle du Larzac. Et c'est marquant, pourquoi ? Tu peux expliquer ce que c'est l'époque du Larzac? Parce que quand tu m'en as parlé, moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, le Larzac, c'est dans le début des années 70. Le plateau du Larzac, vous irez voir sur Internet, sur lequel il y a un camp militaire. Le gouvernement français avait décidé d'étendre ce camp militaire. Et il y a deux choses importantes qui sont passées en parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, un groupe de 103 paysans. Alors, évidemment, l'extension, j'ai oublié de le dire, l'extension se faisait aux dépens des terrains des agriculteurs et des paysans. À l'époque, on appelait ces personnes-là des paysans parce qu'ils entretenaient aussi le paysage. Il y a eu vraiment une coalition de 103 paysans qui ont signé une charte qu'aucun d'entre eux ne vendrait sa terre sous la contrainte et sans son consentement. C'était déjà une première lutte commune et cette lutte a été relayée en plus par, on était à l'époque post-68, par un certain nombre de gens qui revenaient à la Terre, qui avaient pensé plus la relation entre l'homme, la Terre et son environnement, qui avaient disons, un côté plus conceptuel, voire un côté plus vindicatif et activiste. Okay. Je pense en particulier aux actions de José Bové quand il démonte un McDo, des choses comme ça. Et donc la conjonction de ces deux effets sur le long temps, la lutte a été très longue, ça fait plus d'une dizaine d'années, a permis de faire reculer le gouvernement. C'est vraiment le début de l'entrée de l'écologie pour ma génération. Avant, les écologistes étaient considérés comme des gentils et doux bobos avec éventuellement un pull rapiécé, une vieille bagnole, des choses comme ça, mais n'étaient pas vraiment pris au sérieux. D'accord. Alors que là, on a compris plus les enjeux derrière. Ok. Et toi, Clémentine, du coup Eh bien, moi, ma génération est née avec le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité. Donc finalement, c'est aussi notre combat. Et je pense que nous sommes pleinement conscients aujourd'hui, en tout cas nous les jeunes, du travail qu'il va falloir fournir pour faire face à ces problématiques. Toutefois, je m'interroge, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'école, dans les collèges, à l'école primaire, est-ce qu'il y a une véritable éducation à l'écologie, à l'environnement? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, moi, quand j'étais encore étudiante, on avait abordé le sujet, mais on était resté très... Enfin, Moi, quand je prends mon expérience personnelle, l'éducation à l'écologie, elle est venue super tard. Enfin, dans Ouais. ma famille, il n'y avait pas ça. il n'y a pas eu d'acteur pour moi aussi dans mon éducation à l'environnement. J'ai dû aller chercher les informations et c'est ma curiosité en fait qui m'a poussée à réfléchir sur ces sujets. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des programmes scolaires, en tout Mais cas c'est en ça. France. Et du coup, quand tu parles de l'évolution au niveau de l'éducation, moi, j'aurais tendance à penser que non. Parce que on sait éduquer tout seul. Et puis je pense aussi, pour rebondir sur ce que tu disais avant, Annette, on a un manque d'éducation aussi à l'analyse scientifique et à la lecture des données scientifiques ou des rapports scientifiques sur ces sujets-là. Et je pense que là aussi, on aurait beaucoup de choses encore à faire pour éduquer la nouvelle génération et celle d'après à cette complexité qu'est l'environnement, le réchauffement climatique et l'écologie. Alors si je peux un peu rebondir sur Mais votre tu peux, point Annette. de vue de jeune, je dirais qu'à ma génération, on faisait de l'écologie comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire C'est beau. que on ne se posait même pas la question. Mais il n'était pas question de jeter, il n'était pas question de gaspiller, il n'était pas question d'avoir un caprice pour changer de robe ou de jupe. On changeait quand elle était trop petite, on la passait à la petite sœur. On n'avait pas d'incitation extérieure, publicitaire. Ouais. Et à la consommation de manière générale, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on repose sur un système de consommation. On en reparlera peut-être dans le cadre d'une autre question, mais c'est aussi extrêmement lié à notre modèle économique. Et on ne peut pas parler d'environnement, je pense, si on n'aborde pas les questions économiques et financières. Mais bon. On peut les aborder maintenant si vous voulez, du coup, tout ce qui est questions économiques. Donc on avait notamment une question, comment allier la question primordiale de la transition écologique avec celle de la croissance durable ? Je vais déjà casser un peu l'ambiance, désolé. Garder notre modèle et préserver la planète, c'est totalement antinomique. C'est absolument pas possible. Je ne sais pas quelle est l'opinion de Clémentine, qui est plus jeune et qui est plus compétente dans un domaine, mais je pense qu'une croissance, il faut mettre en question la croissance. On ne peut pas, on est dans un cadre limité par des lois physiques, on ne peut pas étendre ad vitam aeternam notre consommation. Il faut repenser la manière dont on se relie à la terre, aux éléments de base, aux minéraux, la manière dont on les extrait. Il faut réfléchir à une action qui ne soit pas nocive vis-à-vis de notre environnement et vis-à-vis évidemment des humains. Et ça sera extrêmement difficile parce que tout ça veut probablement dire qu'il faudra aller vers des réductions de nos consommations. Et il faudra définir quelles sont les consommations vitales, ce dont on a besoin, c'est-à-dire se loger, se nourrir, etc., dans des conditions raisonnables. Et ces transformations doivent absolument être faites dans des conditions de justice sociale équitable à l'intérieur de chaque État, équitable au niveau mondial entre les différents États. Parce que nous n'avons pas pollué la planète de la même manière, suivant les sociétés dans lesquelles nous étions et suivant le degré de développement industriel. Donc ça, il faudra vraiment repenser notre activité en tenant compte. On ne peut pas obliger, il faut que les gens acceptent ces transformations. Et vous ne pouvez pas avoir l'acceptation de la part des gens si vous êtes injuste. Tout à fait. Alors, on parle de croissance durable. Moi, j'aimerais aussi faire la différence peut-être avec la notion de décroissance. Ouais. Décroissance qui est la stagnation ou la diminution de la production de biens et services, qui est devenu un concept un peu politisé, très à la mode. Ou un tabou limite. Oui, mais moi, c'est un concept qui ne me plaît pas. Déjà parce que
est-ce qu'on se réfère? Est-ce qu'on parle, on souhaite se défaire du capitalisme? Est-ce qu'on souhaite se défaire du libéralisme économique? Est-ce qu'on souhaite se défaire du libre-échange ou du modèle occidental? Pour moi, ce terme, il n'est pas assez précis et on peut mettre beaucoup de choses dedans. Mais on a des penseurs, on a des professeurs, donc Meadows en 72 et puis Daniel Tanuro en France qui a sorti un livre qui s'appelle « L'impossible capitalisme vert ». Et qui explique ce que disait en fait Annette à l'instant, c'est qu'on a des ressources limitées dans un monde où la demande devrait être illimitée. Et c'est juste antinomique et pas possible. La croissance durable, moi je pense qu'elle est possible. Je pense qu'elle est possible si on finance véritablement une transition environnementale, si on investit massivement dans des secteurs stratégiques qui pour moi sont les énergies, l'énergie verte, la rénovation thermique des bâtiments, en tout cas pour la France. Et je pense qu'il est aujourd'hui essentiel que les États membres et les institutions européennes, voire même la BCE et la BEI pour parler plus précisément, se saisissent de ces questions et se mettent à œuvrer pour un financement de la transition environnementale. Et je pense que même nous, en Europe, Européens, ça peut finalement nous fédérer et créer un projet européen qui, en tout cas, pourrait nous lier. Je suis totalement d'accord avec beaucoup de ces points de vue. Cependant, on sait à l'heure actuelle qu'on surconsomme par rapport à la partie recyclable, par exemple pour l'énergie. Hein. Donc, inévitablement, si on ne veut pas détériorer l'environnement, on sera obligé de réfléchir à la réduction de nos consommations. Mais la réduction de nos consommations ne veut pas dire obligatoirement une punition. C'est vraiment ce dont on vient de parler tout du long. Ça résume et ça cristallise un petit peu cette question d'évolution écologique, je trouve. C'est est-ce que l'écologie, finalement, est-elle un luxe ? Il y avait eu un rapport qui avait été rendu en France qui expliquait qu'il fallait à peu près 1000 milliards d'euros par an, rien qu'en France, pour qu'on passe vraiment à une transition environnementale effective. Donc, oui, la transition environnementale peut s'apparenter à un luxe, mais c'est un luxe que nous devons nous payer, à nous-mêmes. Et c'est extrêmement important, donc bien sûr, croissance durable, on pourrait imaginer que ces investissements soient rentabilisés à un moment donné. Mais c'est extrêmement important d'admettre qu'il va falloir payer très cher pour faire une vraie transition environnementale. Mais ça, je veux dire, on paye pour plein d'autres choses et on a des possibilités aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. On a des banques centrales qui sont là et qui peuvent avoir ce rôle, mais on refuse aujourd'hui encore de les laisser prendre ce rôle et prendre les choses en main parce que ces institutions-là sont soumises aux dogmes économiques traditionnels et qui empêchent les choses d'avancer. C'est pas nous qui subissons directement aussi ces effets-là quand on voit les Philippines par exemple qui sont clairement qui ont limite fini sous les eaux. Oui, j'aimerais rebondir précisément. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et on revient un peu à ma position de départ. Il y a un gros problème de justice sociale au niveau interne et au niveau international. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc ça ne peut pas être un luxe puisqu'on n'a pas le choix. Tout à fait. Il y a vraiment des options nouvelles. On est en train, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'agriculture. Si on ne change pas notre modèle productiviste, les agriculteurs des générations futures ne pourront même pas utiliser la terre puisqu'elle aura été empoisonnée par les pesticides, elle aurait été stérilisée, etc. Donc il faut effectivement que ce soit permaculture ou autre mode, parce qu'il y a plusieurs options là aussi. En général, on a toujours plusieurs solutions techniques. Il faut les expérimenter et il faut aider les gens à faire cette transition-là, parce qu'il y a un enjeu économique. Alors, on parlait tout à l'heure de l'Europe. Un des défauts de l'Europe, c'est la manière dont la PAC, par exemple, est financée. Bien sûr. Ça, ouais. Elle devrait plutôt financer en fonction de la qualité de l'agriculture qu'en fonction de la surface de l'exploitation. C'est clair. C'est un exemple parmi d'autres, mais là, on a vraiment un gros travail de réorganisation structurelle à faire.
Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu dis, Annette, parce que tu parles aussi d'accompagnement de la transition. Et ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, l'Institut, on a un chercheur qui a publié une note sur ce sujet et qui explique que sur les marchés financiers, aujourd'hui, le réchauffement climatique, il a un impact extrêmement important et il crée un risque d'instabilité financière. Mais à contrario, la transition environnementale, elle aussi, elle fait peser un risque systémique de faillite et d'effondrement des marchés financiers parce que le processus de transition va pousser des entreprises qui, pour la plupart, sont dépendantes du pétrole ou des énergies fossiles ou des secteurs les plus polluants, à se réinventer. Et donc, l'accompagnement de la transition, là-dessus aussi, j'insiste, il est vital. Il va falloir qu'on se mette tous d'accord et qu'on réfléchisse, qu'on en parle. Et je pense que c'est en Europe que nous Français, on doit faire ça, aussi pour prouver au reste du monde que si nous sommes capables de le faire, alors tout le monde l'est. Et au niveau citoyen, du coup, individuel, disons, plutôt. Vous pensez que vraiment ces efforts au niveau de l'environnement, soit dans vos courses ou dans d'autres choses? Il est nécessaire, il n'est pas suffisant. Une personne seule n'arrivera pas à résoudre le problème. C'est un ensemble global. On ne doit pas se dispenser de faire son effort personnel parce que l'ensemble est global et attendre que le voisin ait fait quelque chose. Il faut vraiment que tout le monde démarre rapidement, agisse rapidement pour faire évoluer nos modes de consommation. Mais une fois de plus, Clémentine, tu mets en avant l'économie, les banques, les faillites, mais l'humain est plus important que la banque et la faillite. Bien sûr. On peut éviter les faillites des banques tout en se préoccupant de l'état des gens et du bonheur des gens. Tout à fait d'accord. Il faut vraiment... C'est un repère, c'est pratique parce que c'est quantifiable, etc., alors que l'humain n'est pas quantifiable, ce qui est une grande difficulté. Bien sûr. Mais c'est quand même l'élément de base et conserver un environnement et des conditions de vie pour les hommes, tous les hommes au sens humain du terme, sur la planète, pas uniquement dans les pays développés où ne pas transférer ses déchets ou ses pollutions chez le voisin, etc. Bien sûr. Et tout ça, c'est pas uniquement de l'économie, c'est de l'éthique. Mais tu touches un point important. Aujourd'hui, on a des outils économiques et des instruments de mesure de l'économie qui ne sont plus adaptés et qui ne prennent pas en compte ni l'humain ni le risque environnemental. Là-dessus, je te rejoins. Mais si moi, je m'intéresse autant aux questions économiques, c'est aussi parce que je veux pas être un bisounours et je vais devoir, si je veux vraiment combattre ça et trouver des solutions pour demain, il faut que je parle le langage économique, financier de ceux qui aujourd'hui ont le véritable pouvoir de changer les choses. Christine Lagarde, Emmanuel Macron ou je ne sais quel PDG de grandes multinationales. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut parler leur langage pour le comprendre. Ouais, bien sûr. Et il faut s'intéresser, moi personnellement, depuis que je suis à la retraite, j'ai lu des tas de choses sur l'économie, mais ça ne me fait pas une compétence en économie. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat sur la transition écologique, donc, qui a eu lieu il y a un an, non ? Il y a eu combien de temps ? C'était 1 an, 2 ans ? Donc ça a duré... Un truc comme ça. Ouais. Et est-ce que les démocraties et les institutions actuelles sont adaptées à l'urgence écologique et est-ce qu'au final, on va mettre un peu de... Comment dire, on va mettre un peu de sel sur tout ça. Est-ce que c'est la transition écologique doit être autoritaire pour être efficace La Convention citoyenne pour le climat, il y a beaucoup de critiques à faire à son égard parce que déjà c'est un acte politique. Je veux dire, à un moment donné, on a eu des crises, une crise sociale assez importante en France. Il fallait résoudre et répondre par différentes mesures. On a choisi de tirer au sort 150 citoyens. Pourquoi pas ? Moi, j'avais été extrêmement en colère parce que je savais que les 150 citoyens avaient été accompagnés de juristes tout au long du processus. Alors que quand la Convention est sortie, j'avais déjà listé une quinzaine de mesures qui étaient contraires au droit de l'Union européenne et qui donc ne passeraient pas,
qui ne seraient jamais applicables. Et ça m'a mis en colère parce que où sont les juristes, base, voilà, en fait. et où sont les juristes en droit européen je trouve qu'il y a un peu une forme d'échec. Mais attention, on a quand même, il y a quand même un projet de loi climat et résilience qui a été voté il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale, qui est sorti et qui permet de belles évolutions. Il n'y a pas que du négatif. Par exemple, en matière de rénovation thermique des bâtiments, le souci, c'est que les passoires thermiques, généralement, sont les logements des plus pauvres. Et les plus pauvres n'ont pas les moyens de... Ou mon appart. Voilà, les plus pauvres n'ont pas les moyens de payer une rénovation thermique des bâtiments. Et bien là, ça y est, on va avoir une prise en charge à 100% pour les ménages les plus pauvres. Ce qui est super. une avancée, mais exceptionnelle pour nous, Français, parce qu'on va vraiment pouvoir accélérer le processus. Parce que même moi, j'ai reçu le fameux chèque énergie. Et j'avoue que ça fait plaisir parce que j'ai reçu 194. Et vraiment, pour le coup, mon appart est une passoire. Alors, c'est l'enfer. Là, si je veux être un peu impertinente, vous arrêtez au détail, Oui. qui est très important, puisque c'est la solution au problème. Mais ce que j'ai aimé dans l'idée de la Convention citoyenne, c'est quand même l'idée de consulter directement des citoyens. Je sais que les spécialistes sont totalement contre, mais mon point de vue est qu'à partir du moment où ce qui a été le cas, on leur a donné une formation de base dans les domaines sur lesquels ils avaient à réfléchir, eh bien, on leur a quand même donné des outils qu'ils n'avaient pas au départ, et ils pouvaient quand même réfléchir personnellement en dehors du cadre déjà prédéterminé. Ça, c'est ce que je trouve la bonne chose dans l'histoire. Évidemment, après, on retombe toujours sur les problèmes politiques et seulement une partie des propositions seront retenues. On ne sait pas, pour le moment, on sait très bien quand même qu'il y a beaucoup d'hésitations pour savoir comment on va faire passer la plupart de ces résolutions et beaucoup seront abandonnées. Mais il y a quand même un effort d'essayer de sortir du domaine des spécialistes. Les spécialistes ont un point de vue qu'il faut consulter, mais le politique, c'est une décision différente. Et dire simplement c'est pas compatible avec les lois européennes, eh bien à ce moment-là, est-ce que c'est les lois européennes qu'il faut questionner ou est-ce que c'est l'avis des citoyens ? Là, c'est vraiment un débat qui est important parce que je sais que les spécialistes du droit, j'ai plusieurs amis avocates, sont vent debout en disant le droit a dit, la règle a dit. Mais si la règle a dit, soyons provocateurs, je dois assassiner tous mes voisins, dois-je appliquer le droit ? L'indiscipline et le non-respect de certaines lois, je le revendique quand c'est nécessaire. Bien sûr. Ce n'est pas, ça doit être exceptionnel, mais on ne doit pas se plier au droit si le droit est vraiment contraire à l'intérêt humain. Je rejoins complètement ton point de vue, Annette. Et ce que je disais, ce n'était pas pour aller dans ce sens... je ne voulais pas protéger le droit européen, mais j'expliquais que nous, Français, nous n'avions pas le fin mot de cette histoire. Et que si Bruxelles dispose que, en vertu de tel ou tel grand principe, libre circulation des marchandises ou je ne sais quoi des capitaux, eh bien, nous n'avons pas le droit de mettre en place une mesure de ce type, eh bien, nous n'avons pas le droit. Et moi, j'appelle aussi à la désobéissance, mais les sanctions que peut nous imposer Bruxelles et l'Union européenne sont aussi importantes. Et évidemment qu'il faut discuter de ces questions-là au niveau européen et au niveau national et au niveau des citoyens et des responsables politiques. Je pense que c'est un peu l'histoire de la boîte. C'est pas l'intérieur de la boîte qu'il faut changer, c'est la boîte en fait, c'est elle-même. Si je peux me permettre, tu as effectivement utilisé l'expression que je ne trouvais pas tout à l'heure, c'est le problème de la désobéissance civile. Mais alors là, on va retomber sur un problème un peu plus large et économique. Je sais que beaucoup de gens reprochent à l'Europe d'imposer des directives aux États. C'est faux, tu le sais très bien, puisque les États sont déjà parmi les gens qui construisent la loi et c'est ceux qui sont les plus réfractaires et les plus réactionnaires à la mise en commun de nos lois et de nos intérêts communs. Bien sûr. Et là, je retomberai, si tu seras étonné, de mon point de vue, sur le problème de l'économie et de la puissance géopolitique. Individuellement,
les différents États français, même les plus riches comme les Allemands, etc., ne sont que des petits nains si tu compares aux États-Unis, qui est le dominant à l'heure actuelle, à la Chine, qui fait tout pour prendre la domination. Et donc, on est pour la survie géopolitique de notre environnement, qu'on le veuille ou non, on est contraint de construire quelque chose. Alors après, on peut discuter de la manière fédérale, confédérale, ceci, cela, etc. Mais enfin, les États mettent toutes les règles négatives sur le dos de l'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas une règle n'est instituée en Europe sans avoir eu d'abord l'assentiment de nos chefs d'État. Mais bien sûr, mais attention. Donc là c'est vraiment quelque chose... Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, par exemple, là, quand je parle de libre circulation, c'est vrai, mais pas toujours. La libre circulation des marchandises, ça fait 70 ans qu'elle est inscrite dans nos traités. Et ça, ce n'est plus les États qui décident si oui ou non. Ce sont des traités internationaux qu'on a décidé de signer à une époque, mais qui aujourd'hui sont appliqués de cette manière. Et la jurisprudence de la CJ, de la Cour de justice de l'Union européenne, est là-dessus souvent évolutive, mais tout de même, elle tient à respecter ces principes qui sont les principes fondateurs de la réalisation du marché intérieur, qui est à la base le premier objectif de l'Union européenne. Et alors, j'entends ce que tu dis, mais il y a aussi une responsabilité à Bruxelles. Enfin, je pense qu'on peut partager la part du gâteau en deux. Du coup, je rebondis avec encore une autre question d'un de nos chers abonnés. Puisqu'on parle de responsabilité, j'ai une question et pour Clémentine et une question ensuite qui sera destinée à Annette. La question est la suivante pour Clémentine, c'est: tu as le sentiment de payer pour les actes des générations antérieures. Et du coup, Annette, ce sera: tu as l'impression que tes actes vont être payés par les générations futures. Clémentine? Alors moi, je ne fais pas partie des jeunes qui en veulent à la génération d'au-dessus. Au contraire, moi, dans mon quotidien, et j'ai de la chance, je pense, très bien entourée, je recherche des alliés dans la génération au-dessus. Très bien. Pour aller plus rapidement, plus vite en fait. C'est parce que ces alliés-là vont nous permettre peut-être à nous les jeunes d'accéder à des postes à responsabilité ou à des postes où on peut changer les choses plus rapidement. Et donc vraiment, je tiens à insister sur cette aide un peu intergénérationnelle qui, pour moi, est extrêmement importante. Est-ce que l'on paye pour les erreurs ou pour ce qu'ont fait d'autres avant nous? Certainement, oui. Pas une raison pour leur en vouloir, quoi. Exactement. Et puis plus encore, je n'étais pas là pour savoir ce que moi j'aurais fait. J'aurais pris comme décision en matière de plastique ou de pétrochimie il y a 60 ans ou il y a 50 ans. Je veux dire, et je vis grâce à ça. Aujourd'hui, je consomme ces produits-là et je fais partie de ce système. Donc ce serait extrêmement malhonnête. Malhonnête, ouais. C'est très agréable d'entendre la réponse de Clémentine, puisqu'elle ne fait pas partie de ces jeunes vindicatifs qui veulent absolument nous mettre sur le dos tous les péchés du monde. Disons, sur le plan purement humain, je dirais que personne n'a pensé devoir pourrir la vie de ses enfants ou ses petits-enfants. Ce n'était pas notre objectif. On a parlé tout à l'heure de développement de l'écologie. Quand l'écologie est venue dans la pensée du commun des mortels, c'est arrivé très tard. C'est arrivé vers les années 70-80. Et avant, on n'avait absolument pas conscience de ce problème. Mais comme je disais, on faisait quand même un peu d'écologie parce qu'on gaspillait très peu. Et pas parce qu'on était plus vertueux que vous, on n'est ni plus ni moins. Simplement parce que le niveau de vie était différent. Moi, j'ai été élevée à la campagne. Nous avons eu l'eau courante quand j'avais 10 ans, quand nous avons déménagé. Et encore, sur un lavabo et dans des toilettes, c'est tout. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que quand on va chercher l'eau au puits, eh bien, on l'économise. On n'avait pas de voiture. On faisait 80 km en vélo pour aller voir ses grands-parents dans une région montagneuse. Donc, il faut... bien sûr. Mon empreinte carbone par rapport à mes petites filles, et je ne leur en veux pas, est dérisoire. J'ai pris l'avion la première fois de ma vie pour aller travailler à l'étranger. Je n'ai pas eu de vacances, je crois, avant d'être adulte et de travailler. Je suis allée 3 fois en vacances. Une fois en colonie de vacances, une fois en échange avec quelqu'un, et une fois ce qu'on appellerait des vraies vacances maintenant.
Mais bon, c'est vrai que les gens de la campagne ne partaient pas en vacances. Les gens de la ville peut-être partaient un peu parce qu'ils avaient besoin de s'aérer. Mais toutes ces choses-là que votre génération considère comme vitales et indispensables étaient un luxe chez nous. Ouais. Donc il y a une grosse différence. Et effectivement, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes, heureusement pas tous, tu viens de nous en donner la preuve, et je pense que tous les jeunes qui sont là... Non, moi, je t'en veux beaucoup, Annette. Bon, eh bien, tant pis. Nous allons être brouillés à la fin de la discussion. Je te parlerai plus. Mais effectivement, il y a un certain nombre de jeunes qui ne voient pas les différences, qui ne voient pas qu'on ne raisonne pas dans le même environnement, dans le même niveau de développement économique. Bien sûr. Et ça, c'est préjudiciable parce que je pense qu'il faut les expériences des uns et l'enthousiasme des autres pour progresser de manière utile. Exactement. Pour confirmer un petit peu ton propos, c'est vrai que dans une des questions, on t'en avait parlé, Annette, l'expression « vivre sans compter », que Annette faisait partie de la génération « vivre sans compter ». Mais en fait, vivez sans compter à ma génération, l'équivalent de vos Bezos actuels, des choses comme ça. Les gens très riches, mais le français moyen, et je dirais même moyen comptait, faisait attention. Ouais. On recyclait tout. Alors, on peut donner des dizaines et des dizaines d'exemples. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la mode ou des choses comme ça. Tout tissu était recyclé chez un chiffonnier, des métiers qui n'existent plus. C'est vrai. Et c'était une époque où, au lieu de faire du commerce, on avait des métiers. Ouais, le Moi, laitier, j'avais pas un commerçant, j'avais un épicier, un boucher, des gens qui avaient une spécialité. Et ça, je pense que ça fait une différence énorme parce qu'ils avaient un point d'honneur, ils mettaient un point d'honneur à ce que le rapport qualité-prix soit valable. Et on ne faisait pas du commerce pour faire du bénéfice et pour vendre à tout crin, mais on faisait du commerce parce que dans l'organisation de notre société, on avait un besoin d'échange. Et de ce point de vue-là, il y a eu une évolution de notre système économique qui a été extrêmement préjudiciable. Tu parlais des banques, tu parlais du capitalisme, etc. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir, mais il y a beaucoup de gens qui apportent une pensée personnelle là-dessus. Donc, avec un peu de chance, peut-être qu'on arrivera à s'en sortir. Espérons-le. Donc on va clore cette discussion avec la dernière question qu'on a à vous poser et qui est un peu plus personnelle, c'est quel est l'effort sur votre quotidien que vous faites actuellement pour l'écologie, pour préserver l'environnement? Aucun. Très bien. Bon bah merci d'être venu. J'ai actuellement 10 bouteilles d'eau plastique devant moi. C'est très bien, Clémentine. Moi, j'essaie quand même de faire attention, mais c'est anecdotique, de réduire, par exemple, les voyages en avion. Bon, c'est un Le peu Covid a bien aidé. C'est un peu facile pour moi vu que je suis à la retraite, donc j'ai plus besoin de faire de voyages professionnels. Mais je le disais tout à l'heure, c'est une question qui veut peut-être demander aux gens s'ils sont concernés, mais je pense que tout le monde se sent concerné et que les actions individuelles ne seront pas suffisantes. Donc il faut vraiment repenser un projet de société différent. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Qui doit venir en... Enfin, en fait, les actions individuelles doivent venir en soutien. Et Tu fais toi comme petit effort, toi? Un petit effort j'en fais plusieurs. Moi, déjà, je n'achète quasiment plus de viande, en tout cas viande rouge, etc., à moins que je puisse acheter une viande locale, produite localement chez le boucher du coin. Donc oui, ça va être dans l'alimentation. Je fais attention, je mange des légumes de saison, je fais le tri. C'est déjà énorme. Ouais, déjà. Et puis pas mal de vêtements de récup aussi. Vintage. Et oui, tu vois, tu parles des efforts, manger uniquement des fruits de saison. J'ai un avantage sur toi. Moi, j'ai pas envie de fraises quand c'est pas la saison des fraises parce que j'ai été élevée comme ça. Bien sûr. Je fais aucun effort. C'est pas pareil. juste. Pour le même résultat, moi, je fais pas d'effort. Non, bien sûr.
on a une manière de consommer et je me rends bien compte que la nouvelle génération, et puis c'est même pas juste parce que je veux dire toute la publicité, tout le marketing, ça vaut des millions, c'est un secteur vraiment, c'est un secteur d'activité. Hein. On est face à des grandes entreprises qui peuvent nous influencer très facilement parce qu'elles ont les moyens de leurs ambitions. Et aujourd'hui, la publicité est trompeuse et on le sait tous. Mais ça ne doit pas non plus nous dédouaner de notre responsabilité parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, en France, en Europe, on a conscience de la question écologique. C'est pour ça qu'on voulait terminer par cette question parce qu'on trouvait que c'était important aussi de redonner une dimension humaine à ce sujet. Donc, le végétarisme est quelque chose à la mode. Mais enfin... il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas se passer de l'avion pour aller en vacances. Un aller-retour Paris-New York, tu sais combien ça fait de beefsteak ? 4. Combien ? 4. 380. J'étais pas loin. Tu te rends compte ? C'est énorme, c'est considérable. Mais c'est extrêmement difficile. Mais oui. Parce qu'en plus de ça, on a évolué dans une société qui nous a accordé beaucoup de libertés individuelles. Et ça nous semble impensable qu'aujourd'hui, on nous restreigne ces libertés individuelles, notamment la liberté de voyager. Regarde ce qui s'est passé avec le Covid. Voilà. Et je pense qu'on a un sentiment, dès qu'on nous prive en fait de quelque chose et d'ailleurs, il me semble qu'il y avait une question à ce sujet sur le fait que est-ce que l'environnement, l'écologie, ça doit être autoritaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de nous imposer des règles ? Eh bien, moi, je dirais oui et non. On voit bien que la prévention, ça ne marche pas. On a besoin de nous fixer un cadre et de nous interdire sûrement certains comportements, mais dans le respect de l'état de droit. Exactement. Et de manière réfléchie, discutée en amont, votée démocratiquement. À notre génération, la liberté, on nous a toujours enseigné que la liberté était limitée par la liberté d'autrui, de son voisin. Ça, c'est une notion qui a été complètement perdue chez nous, en Occident, mais pas dans les pays asiatiques, par exemple. Et c'est une notion qui est importante parce que si on veut faire accepter les limitations aux gens, il faut leur expliquer si on perd au niveau individuel, on gagne au niveau sociétal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été perdu et c'est tout à fait dommage. Et quand je vois, par exemple, on aurait pu, à l'occasion de ce malheur qui nous frappe, qui est le Covid, remettre en question notre manière individualiste de voir les choses. Et si on regarde toutes les protestations, tous les gens qui ont été vent debout contre les mesures sanitaires, c'est au nom de leur seule envie individuelle de se comporter comme ceci ou comme cela, sans penser à la répercussion sur la contamination des autres personnes et la répercussion sur la société. Tout à fait. Les mêmes seront d'ailleurs, ce n'est pas par méchanceté, par violence, c'est par inconscience et par manque de culture. Et une de mes conclusions serait, mais vraiment, il faut d'abord repenser l'éducation globale avant de demander aux gens, on ne peut pas, si on n'a pas les armes pour la réflexion, accepter des décisions qui ne sont peut-être pas obligatoirement agréables, mais qu'il faut accepter pour le bien commun. Et la chose importante, c'est le bien commun pour que tout le monde puisse vivre équitablement et de manière heureuse là où il a envie de vivre. En général, c'est plutôt chez lui que chez le voisin. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. C'est une très très belle conclusion, Annette, que tu nous as offert. Non, je sais pas. T'es très indulgente, Sarah, merci. Non, mais c'est vrai, je trouve ça très beau. C'est une bonne façon de conclure. Ouais, je trouve que c'est très beau. Ouais. On va passer aux recommandations. Donc du coup, Clémentine, qu'est-ce que tu nous conseillerais sur l'environnement et l'écologie ? Alors moi, j'ai 2 choses à vous conseiller. Première, c'est un livre qui a été écrit par Nicolas Dufresne et Alain Grandjean qui s'appelle « Une monnaie écologique », qui est un livre d'économie, mais qui explique comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait en Europe mettre notre monnaie au service de la transition environnementale. Et je trouve ça extrêmement passionnant et d'actualité. Très bien. Le deuxième média, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, et qui est pour moi la meilleure
actuellement plateforme, enfin la meilleure source d'information que j'ai eu l'occasion de voir, en tout cas en ce qui concerne télévisuel. Ouais, Le temps de parole laissé aux intervenants est illimité, ce qu'on ne Génial. retrouve pas à la télé, et on a vraiment du coup la possibilité d'aller au fond des sujets. génial, ouais. Et n'hésitez pas de commencer par celle de Gaël Giraud. De toute façon, tous les liens, on mettra tous les liens sous le podcast, quoi qu'il arrive. Qui est extrêmement intéressant. Génial. Mais je sais que Alain Suppiot vient de... Alors ça fera plaisir à Clémentine, puisque c'est un juriste, c'est peut-être pas juriste de son obédience, c'est pas grave, de sortir un travail sur le droit du travail et sur le mirage des théoriciens du néolibéralisme. Au sujet des médias, ben, évidemment, il y a la différence de génération. On a moins que vous l'habitude du débat comme ça, comme le débat qu'on vient d'avoir. Et moi, je dirais que des médias comme Arte, par exemple, présentent des reportages qui peuvent être intéressants et qui peuvent vous amener à réfléchir. Ok, bah du coup, j'enchaîne avec ma recommandation. Puisque, donc, comme disait Arnette, effectivement, il y a Arte, il y a un documentaire qui s'appelle Les apprentis sorciers du climat, qui est très intéressant. Il est long. C'est en fait sur la solution de la géo-ingénierie pour le climat. Je ne connaissais pas du tout cette on va vraiment dire pseudo-solution. Et c'est très très bien expliqué. C'est vraiment des experts fantastiques qui en discutent et on comprend vraiment le pourquoi du comment et pourquoi c'est une solution proposée actuellement. Donc je vous conseille vraiment de le regarder. Et moi, ma reco va être un petit peu moins technique que celle de nos deux invités. Je vous conseille le podcast 20 minutes avant la fin du monde. Je pense qu'il y en a une vingtaine d'épisodes maintenant, donc de 20 minutes. C'est un peu plus court, mais qui aborde les sujets d'écologie sur différents aspects, sur plein d'aspects différents de la société. Ça peut aller du barbecue jusqu'à la collapsologie. C'est vraiment très varié. Et c'est peut-être un peu plus abordable et c'est un bon début pour s'intéresser à l'écologie, je pense. C'est une vulgarisation. Un peu, ouais. C'est un peu plus ludique, je suppose. Ouais, c'est un peu plus ludique. C'est là-dessus que se termine ce podcast sur l'environnement. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On a reçu beaucoup de questions de la part des abonnés. Alors, d'une part, merci beaucoup. On aurait aimé pouvoir toutes les poser, mais autrement, ce podcast aurait duré 2h30. Alors vraiment, merci de votre intérêt et n'hésitez pas à nous poser des questions et à vous abonner à ce podcast. On remercie aussi Yvan, Thomas, Hamza et Célestin. Antoine, Les Rages et vous aussi pour votre générosité sur Hello Asso. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu. Merci à Annette et Clémentine d'avoir participé. Et si vous voulez prendre leur place, vous pouvez nous contacter à l'adresse octogone.strasbourg@gmail.com pour participer à un podcast sur un sujet de votre choix. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci Annette et Clémentine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir.